Le temps des foires à Paris est passé, mais il est toujours temps de se tourner vers des galeries ou des maisons de vente aux enchères pour acquérir une œuvre d'art. Et je suis ravie d'accueillir en plateau Delphine Brochant. Bonjour. Bonjour Sybille Aoudjan. Vous êtes conseillère en gestion de patrimoine artistique chez Finart Consulting. Et donc avec vous, on va brosser différentes manières de financer l'acquisition d'une œuvre d'art, que ce soit pour un particulier ou pour une entreprise. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important de rentrer de penser stratégiquement ce financement d'une œuvre d'art? Alors je pense qu'il faut revenir un petit peu sur le contexte du marché. C'est vrai que le marché de l'art aujourd'hui démontre de plus en plus sa résilience. Il a une exponentielle qui est absolument incroyable, de fait de la mondialisation, mais aussi du fait que c'est un actif de diversification du patrimoine qui plaît de plus en plus aux investisseurs. Et de ce fait, il y a une offre, évidemment, qui s'ouvre et on va dire, qui s'est développée aussi considérablement ces derniers temps en France. Alors pourquoi en France plus particulièrement? Parce que c'était déjà le cas aux États-Unis, c'était déjà le cas en Angleterre. Il y avait déjà des offres liées au nantissement par la Banque de la City dans les années 70. Oui, il y avait déjà des manières de structurer ça, c'est un peu moins présent en France. Exactement, exactement. Vous savez qu'en France, on a ce petit souci encore pour certains de mêler l'art à l'argent. Et c'est un sujet sur lequel les anglo-saxons sont beaucoup moins, sont complètement décomplexés en fait. Donc c'est la raison pour laquelle ces outils-là ont été développés auparavant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de pouvoir accéder à ce type d'offre qui va vous permettre de pouvoir préserver votre capital. Et donc, si vous souhaitez dans vos ensembles artistiques pouvoir enrichir votre collection, mais aussi accroître son éventuelle plus-value en faisant des acquisitions d'œuvres plus importantes, c'est très intéressant d'accéder à des outils de financement sur lesquels vous allez pouvoir augmenter votre portefeuille artistique, voilà, sans toucher au capital. Faire des effets de levier, etc. Donc on va revenir Exactement. sur tous ces outils. Quels seraient, on va dire, le plus simple, le plus accessible pour un particulier? Alors, il y a le crédit lombard qui fonctionne et qui est toujours largement utilisé par les banques. Le crédit lombard qui est on considère que c'est comme un prêt in fine, donc vous n'avez pas à payer, à rembourser de capital, vous allez uniquement payer des intérêts et donc c'est au terme de la fin du financement que vous avez payé le capital, vous n'avez pas besoin de faire d'apport, vous pouvez avoir un pourcentage aux alentours de 3%, donc ce qui va vous donner peut-être, si vous faites ça sur une œuvre, je crois qu'on peut en parler tout à l'heure. Oui, on va donner un exemple tout à l'heure. On va demander, voilà, on va montrer des exemples, mais donc le crédit lombard est particulièrement intéressant pour avoir à titre de particulier des mensualités qui sont très faibles. Mais dans ce cas-là, il va falloir pouvoir également se concentrer sur des œuvres patrimoniales sur lesquelles on a une assurance de la solidité de l'artiste pour pouvoir se retrouver éventuellement avec une plus-value au moment où on va rembourser le capital. Oui, parce que bien sûr, tous ces outils, vous nous les partagez, mais c'est sans parler de la qualité de l'œuvre et du fait que ce soit un bon investissement ou non. Là, on reste assez, on se reste focus sur l'outil en soi. Bien sûr, l'aspect qualité de l'œuvre, c'est bien sûr à regarder, mais c'est dans un premier temps, on va dire, qu'on regarde l'aspect de l'œuvre et puis après, on se soucie de l'outil. Ce crédit lombard... C'est même, je peux me permettre de faire, et c'est même essentiel ce que vous venez de relever, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avec un très bon financement, ils vont pouvoir rattraper une mauvaise acquisition. Donc, il faut bien rappeler aux auditeurs que la chose la plus importante, avant même de penser à son financement, c'est de s'interroger sur cette trilogie qui est absolument incontournable pour réaliser une acquisition dans des bonnes conditions, qui est le bon degré d'authenticité, qui est la qualité de la pièce et d'avoir un prix aligné avec le marché. Bien sûr. Ce crédit lombard, justement, on peut se tourner vers n'importe quelle banque? Oui, n'importe quelle banque. Et vous avez les actifs financiers. Contrairement à un art lending, je vais vous expliquer juste après de quoi il s'agit comme type de mécanisme. Et donc, vous avez les actifs financiers sur lesquels vous allez avoir votre prêt qui va être garanti. Alors, vous avez un système qui est à l'opposé, mais qui est aussi extrêmement intéressant et qui se développe de plus en plus, mais les personnes n'en ont pas toujours conscience, c'est le art lending. Oui. Le art lending, c'est-à-dire que vous allez considérer l'art comme un actif financier, puisque c'est l'œuvre d'art qui va venir en garantie de votre prêt. Donc un prêt que vous pouvez utiliser à la fois pour réinvestir, refaire des acquisitions d'œuvres d'art, mais pour faire d'autres types d'acquisitions. Mais bien sûr, avec une œuvre d'art qu'on aurait déjà. Exactement. Donc, avec il faut déjà avoir
constituer une première collection pour pouvoir reposer dessus avant de faire l'art lending. C'est tout à fait ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui disposent de collections d'œuvres d'art ou d'ensembles artistiques, si on ne parle pas forcément de collections d'art, mais qui n'ont pas forcément le réflexe de faire appel à cet outil de financement qui leur permet, on le répète, pas simplement de faire des acquisitions d'œuvres d'art, mais d'aller porter, de faire d'autres acquisitions complètement différentes. Et c'est d'ailleurs là-dessus, si je ne fais pas d'erreur, je crois qu'une des grandes parties des fortunes immobilières se sont justement appuyées sur ce type de mécanisme. En fait, c'est ce qu'on appelle, on peut l'appeler aussi le crédit lombard artistique ou ce qu'on appelle le nantissement. Et ça, vous l'avez dans de plus en plus de banques en France et vous pouvez même négocier, dans certains cas, de ne pas remettre l'œuvre d'art. Ah oui, donc c'est-à-dire qu'on peut la garder chez soi. Exactement. Et vous avez un établissement, à ce titre, dernière chose, qui a développé ça de façon formidable, c'est CCAR. CCAR, peut-être que vos auditeurs le connaissent. Il est déjà venu dans l'émission, mais il est déjà venu. Vous pouvez rappeler bien sûr leur fonction. Voilà, et bien CCAR, qui est un des premiers centres de conservation d'œuvres d'art en France, qui est le seul qui est dans Paris intramuros, qui est un des centres les plus sérieux et qui a renforcé et développé cette offre justement de art lending ces dernières années. Et il y avait une prévision pour 2025, je ne sais pas si ces chiffres ont été atteints, mais ce qui est quand même considérable au niveau international, d'avoir environ 40 milliards d'encours sur le art lending pour les œuvres d'art, quand on sait qu'on a un chiffre d'affaires mondial global de 60 milliards, c'est un essor considérable. C'est très grand. L'art lending, c'est disponible à la fois pour le privé et pour les particuliers et pour les entreprises, ou c'est seulement pour les privés? Tout à fait. Vous pouvez le faire également, autant pour les privés que pour les entreprises. C'est le leasing œuvre d'art qui est aussi un autre mécanisme intéressant. Vous pouvez l'utiliser à titre privé et également à titre corporate, mais le vrai levier fiscal, qui est particulièrement intéressant, concerne les sociétés qui sont à l'IS. Si on compare les deux, le art lending et le art leasing, le art lending, c'est pour une logique patrimoniale, puisque vous allez vous adosser votre prêt à une œuvre d'art comme garantie. Et le art leasing, ça va être une logique d'optimisation fiscale, puisque vous allez avoir des loyers et des mensualités, avec ou non une option d'achat, que vous allez pouvoir déduire de votre résultat. Oui, c'est ça. Et donc, la valorisation fiscale, c'est seulement pour l'aspect entreprise. Pour le coup, il n'y a pas de... Pour l'attrait de la fiscalité. Voilà. Exactement. Il nous reste 4 minutes environ. Vous nous avez préparé un exemple, justement, ça peut permettre de brosser à nouveau toutes ces options autour d'une œuvre de Vasarely. Oui, exactement. Donc, vous avez quelques exemples de ce qui se fait à peu près habituellement, sachant que les pourcentages sont évidemment à négocier. Auprès de votre banque et auprès des établissements spécialisés. Et donc, on voit qu'on reste, évidemment, par rapport à des taux d'emprunt immobiliers, on est sur des montants beaucoup plus importants, mais on voit mensuellement qu'on est sur des montants qui sont extrêmement intéressants et qui ne sont pas engageants à titre privé ou à titre particulier pour arriver sur des œuvres qui sont des œuvres d'artistes historiques, comme Vasarely. Là, vous avez mis un montant... 140 000 euros, donc qui est en numéraire un montant important, mais qui pour autant, en termes d'investissement et d'optimisation de plus-value, reste un montant très accessible, et surtout par rapport à un patrimoine global, sachant que les personnes qui font des acquisitions en termes de diversification du patrimoine, dans les clients qu'on a dans la gestion privée de patrimoine artistique, ça représente grand maximum 10% du patrimoine. Si j'ai encore le temps, je voudrais juste donner un conseil aux auditeurs. Il y a eu ces dernières années un outil par une société qui a fait des ravages dans le sens où qui a été extrêmement adopté par énormément de privés et d'entreprises, qu'il s'agissait, par les entreprises, qu'il s'agissait de pouvoir faire financer avec des loyers son acquisition d'œuvres d'art via un leasing et de récupérer à titre privé l'option d'achat.
Donc ça, il y c'est aurait eu l'art leasing dont vous nous parliez tout à l'heure, oui, mais pour l'entreprise. et donc c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement dangereux parce qu'on est clairement dans de l'ABS caractérisé. Ça a été fait pendant de nombreuses années. Abus de biens sociaux. Oui, excusez-moi, Oui. tout à fait. Et donc, il y a eu, je vous le dis, parce qu'on a eu l'expérience d'un client qui a été redressé, donc dans des conditions particulièrement désagréables. Et je sais qu'il y a eu énormément de personnes qui ont fait appel à ce type de produit. Aujourd'hui, on voit moins circuler ce type d'offres, mais se dire que quand vous avez des offres qui sont trop alléchantes comme ça, il faut rester, quand vous êtes sur le leasing, il faut rester sur un mécanisme que vous allez aligner, soit à titre privé, soit à titre de l'entreprise. Oui, parce que le cas dont vous nous parlez, c'est que là, c'est vraiment à titre de l'entreprise qui faisait cette art leasing, et après, cette œuvre d'art pouvait se retrouver dans le patrimoine privé de la personne. Et ça, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de loi ou de jugement. En fait, il y aurait eu une, je ne sais pas si on peut dire un vide fiscal, oui. Et il y aurait eu un resserrement fiscal. Mais je ne sais pas aujourd'hui si c'est rétroactif ou pas. Et il y a eu énormément de personnes qui ont fait appel à ce type de mécanisme. Et une fois de plus, nous avons eu le cas concret d'une personne à qui on a déconseillé d'aller en ce sens, qui l'a fait, qui a été redressée, comme je vous disais, dans des conditions... Oui. En tout cas, il y a un flou, et donc n'allons pas sur ce terrain-là s'il y a ce flou-là. Exactement. Bien, merci beaucoup, Delphine Brochant, de nous avoir éclairé, de nous avoir présenté tous ces cas qui permettent, en tout cas, d'acquérir une œuvre d'art, sous réserve tout de même que la personne soit conseillée pour l'acquisition de l'œuvre d'art. Je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine artistique et que vous avez fondé votre entreprise Finart Consulting. Tout à fait. Merci. Oui. Et pardon, une dernière chose aussi pour vos auditeurs, que le marché est particulièrement porteur en ce moment. Donc c'est aussi, plutôt que de vendre, c'est aussi un timing extrêmement intéressant pour se faire plaisir en parallèle d'une diversification de patrimoine. Et on terminera sur ces paroles-là. Merci beaucoup, Delphine Brochant. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.